talking, walking, looking, talking, walking, looking. Salut Emmanuel. Salut Tokioki. Comment ça va? Très bien. Qui êtes-vous Emmanuel? Je suis historienne de l'art et curator et artiste. Alors pourquoi vous nous avez donné rendez-vous aujourd'hui au musée de Cluny à Paris? En fait, j'avais envie de montrer un morceau de patrimoine. Et puis, je suis médiéviste de formation. Donc ici, on est au musée du Moyen-Âge. Alors, le musée est fermé jusqu'au printemps 2022. On a eu la chance de pouvoir venir ici. Là, c'est vrai qu'on se sent extrêmement privilégié. Ah ouais, là, je suis ravie. C'est sublime. On se fait un petit tour? Ouais. Emmanuelle Luciani est une artiste, curatrice et historienne de l'art passionnée du Moyen-Âge. L'occasion d'un rendez-vous bien moyenâgeux au musée de Cluny avec la fondatrice du Southwest Studio. En fait, c'était donc la résidence des abbés de Cluny et qui est devenue un musée au 19e siècle. Et en fait, si j'ai choisi cet endroit, c'est que la majorité de mon boulot, c'est que des relectures historiques. D'accord. Donc il faut imaginer qu'au 19e siècle, il y a des gens comme moi qui ont commencé à regarder le Moyen-Âge et à délirer complètement dessus. Ok. C'est ce qu'on a appelé le médiévalisme. Là, par exemple, ça t'inspire, là? Là, le linteau, on appelle ça un linteau, je sais Exactement, bravo, c'est ça. Ah ouais. En fait, il y a des phylactères, des coquilles. Là, on a vraiment un travail de sculpture qui est anonyme. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le Moyen-Âge, c'est que c'est un peu l'inverse de l'artiste star, l'architecture star qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est jamais signé. Donc, on a des gens qui avaient un talent incroyable. Et quand on parle de structure collective ou de choses comme ça, finalement, se replonger dans le Moyen-Âge, c'est se dire qu'il y a des gens qui faisaient des choses magnifiques, mais sans signer. Les gouttières, elles sont hallucinantes. Moi, le truc, c'est que je suis une dingue de l'ornement. Ça, c'est 19e, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une vision délirante d'un type du 19e qui a fait une gouttière genre Moyen-Âge. Ouais, et ça, c'est génial. Ouais, c'est fou. Regarde, Emmanuel, derrière nous, il y a un cadran solaire de toute beauté, là. Ouais, ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Nil sine nobis. Alors, je parle pas latin, malheureusement, mais... Ouais. Alors, 1674, tu vois, il est relativement tardif. On dirait un graffiti sur le mur. Regarde, sur notre gauche, on a un puits avec une gargouille. C'est incroyable. Ah, mais c'est magnifique. Mais surtout, c'est de se dire qu'on est en plein centre de Paris. Ouais. Finalement, Paris, la majorité de tout ce qu'on voit, c'est excessivement moderne. C'est une ville qui est complètement 18e, 19e et un peu de 20e. Et là, on a le témoignage, avant la destruction haussmannienne, d'un Paris d'un autre temps. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Tu te serais vu vivre au 19e siècle? À fond la caisse. C'est vrai? Ah oui. Ah ouais? Ouais. Je pense que j'aurais bien aimé. Bizarrement, je t'imagine bien du côté des troubadours. Ouais, j'aime beaucoup. Jouer de la musique autour des grands banquets. Là, on est extrêmement privilégiés. Il faut savoir que le musée est en plein travaux. Ça réouvre en 2022. Et pour nous, on a va l'exclusivité. pouvoir regarder ces magnifiques têtes de roi et se plonger un peu dans l'histoire aussi, justement, de ce Moyen-Âge parisien. Allons nous cultiver, Emmanuel, tout de suite. On a quand même des murs qui datent du 1er, 2e siècle. Et en fait, des recompositions aussi, parce que, évidemment, c'est un musée, comme j'ai dit tout à l'heure, qui date du 19e. Donc il faut imaginer qu'à chaque fois, on a des recompositions. Tout le 19e siècle, c'est un délire de gens qui ont retravaillé, recomposé l'histoire. En fait, presque, on peut dire que le 19e siècle, c'est de l'invention du passé. C'est fou. C'est ça que je trouve dingue quand tu es dans un endroit comme ça, c'est que tu peux avoir une empathie historique et la sensation du temps. Parce que on est avec des murs qui datent du 1er, 2e siècle, puisque ce sont les termes de Lutèce, ici. Et en fait, on a une traversée de l'histoire, quoi. Là, c'est les têtes des rois. Qui ornait donc la façade de Notre-Dame de Paris. 1220. Ouais, 1220, donc far away. Far away. On sait qui a signé ces sculptures? Non, c'est des artisans en fait. C'est des anonymes. C'est ça qui est vraiment important. La vision de l'artiste qu'on a aujourd'hui, elle date de la Renaissance. Donc la Renaissance, fin du Moyen-Âge, le début de l'individualisme en fait, le début de l'idée même d'individu, tu vois. Donc c'est aussi ça l'invention de la perspective. L'invention de la perspective, c'est juste à quel moment tu vas te retrouver avec l'œil humain. Donc c'est anthropocentré. En fait, à l'époque médiévale, on est encore dans une vision qui est complètement collective, où il n'y a pas tellement de différence entre les individus. Donc finalement, toutes ces sculptures, c'est des sculptures de parfois grands artistes qu'on ne connaîtra jamais.
Ben là, les drapés, ils sont hallucinants aussi. En fait, le drapé, c'est de l'Antiquité à nos jours. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Oh là là, moi je suis ému de voir ça. Ouais, t'as envie d'être au milieu, là, non? J'ai envie d'être drapé au milieu. C'est ça. Mais je te vois, faut y aller. On voit donc Adam, avec sa feuille de vigne. N'est-ce pas, Tokiwoki? C'est vrai qu'il y avait une fascination pour les feuilles de vigne à l'époque. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est de la pudeur. Et ce qui est très drôle, c'est que par exemple, chez les papes, pour Jules II, c'est à Rome, en fait, t'as un pape un peu libertin qui fait que des sculptures antiques à poil, et celui d'après, il va venir mettre des feuilles de vigne sur toutes les sculptures et sur toutes les peintures. Donc c'est un vrai débat, le rapport à la nudité aussi. Emmanuel, là, on est entouré d'ornements de Notre-Dame de Paris, de la pierre, du concret. Pourquoi, d'après toi, les gens sont autant attachés à Notre-Dame de Paris? Pourquoi il y a eu autant de dons, autant de pleurs quand elle a brûlé? En fait, moi, ça m'a vachement rassurée quand j'ai vu ça. Ça m'a rendue vraiment contente. Je me suis dit, en fait, les gens ont quand même, ils tiennent un petit peu à notre patrimoine. Notre-Dame de Paris, c'est un monument, une œuvre qui rassemble, en fait. C'est comme une œuvre collective, hein. Elle appartient à tout le monde. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, on a toujours eu besoin, dans l'histoire, d'avoir des monuments qui, à un moment donné, viennent rassembler, quoi. Emmanuel, pourquoi c'est si important de connaître son histoire? Je pense que de connaître son histoire, c'est très important parce que ça t'amène une forme d'humilité, parce que, par exemple, même pour nos dirigeants politiques, ça pourrait être intéressant qu'ils soient à nouveau reconnectés à l'histoire. Je pense que quand tu connais bien le passé, tu sais un peu mieux où tu dois aller et où tu vas. C'est comme si tu apprenais une expérience, en fait. Emmanuel, c'était vraiment cool de se rencontrer ici. Tokiwoki. À bientôt. À bientôt. Ciao. Toki, walking cookie. Toki, walking cookie.